Bonjour à tous et bienvenue sur Crédit AV, la première chaîne d'info Crédit de France. Et en cette rentrée de septembre, je suis ravi d'inaugurer avec vous un nouveau format d'émission. L'objectif, en 10 minutes, tout comprendre de l'actualité économique. Et cette émission, cette première émission de rentrée, elle est sponsorisée par notre partenaire, bien sûr, le salon B2B du Crédit, qu'on retrouvera cette année le 24 octobre à l'espace Charenton, Paris 12e. Les places, donc, à notre émission avec notre invité. On est très, très heureux chez Crédit TV d'accueillir aujourd'hui Olivier Landrevie, fondateur de Money Smart. Olivier, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Crédit TV. Super, on est ravi de t'accueillir, Olivier. Tu viens de fonder Money Smart, qui est voilà, une forme de blog d'information sur l'actualité économique de notre marché et même plus largement de l'économie dans son ensemble. Et évidemment, tu t'en doutes, en cette rentrée, j'ai 1000 questions à te poser. Alors, on va essayer de se concentrer ensemble et avec déjà une question qui me brûle les lèvres. Olivier, on dit en ce moment que le crédit est un peu dans tous ses états. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et je voulais revenir avec toi sur ce qu'il se passe finalement depuis de nombreux mois, 2 ans de hausse continue des taux et une inflation complètement inédite. Explique-nous, raconte-nous dans le détail ce qu'il se passe aujourd'hui, Olivier. Je vais peut-être pas refaire les 2 années d'histoire, mais je vais essayer de me concentrer sur les derniers événements parce que c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses intéressantes pendant l'été. Il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes pour les métiers du crédit, donc on va essayer de revenir dessus. Pour moi, le fait marquant des 3 derniers mois, d'un point de vue économique et marché financier, c'est ce que j'appelle l'enracinement de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a un phénomène en trompe-l'œil. En surface, on a le sentiment que l'inflation est en train de diminuer, mais en réalité, on a un phénomène d'enracinement. Alors, je vais vous expliquer avec ce graphe ce que j'entends par là. Je vous ai Ouais. mis sur ce graphe en bleu l'inflation telle qu'elle est mesurée au niveau européen. C'est ce qu'on appelle l'IPCH, pardon, l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau européen. Et on voit bien que depuis octobre 2022, après avoir touché un pic un peu au-dessus de 10%, on a une baisse assez régulière de l'inflation prise dans son ensemble. Donc ça, on Ok. pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, et c'est ce qu'on lit dans la presse, hein, c'est plutôt encourageant. Bon. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est ce qu'on voit en rouge. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. C'est quoi l'inflation sous-jacente? C'est un indicateur que les économistes regardent de très très près. C'est en fait l'inflation une fois qu'on a écarté l'énergie et l'alimentaire. Pourquoi écarter l'énergie et l'alimentaire? Parce que ce sont des produits sur lesquels on sait qu'il y a des mouvements qui peuvent être liés à des mauvaises récoltes, qui peuvent être liés à des problèmes de production, à des problèmes qui peuvent être liés aussi à des tensions géopolitiques. On a eu le cas ces derniers temps. Et donc, ça peut, comment dire, on peut avoir des coups de chaud sur ces composantes de l'inflation, mais qui reviennent assez rapidement en arrière quand les choses se normalisent. Et donc, ce que les économistes suivent beaucoup, c'est l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation sur tout le reste de l'économie, donc notamment les produits industriels, mais évidemment aussi les services. Et là, on voit que cette inflation, elle est montée beaucoup moins vite, Mhm. mais qu'en revanche, elle n'a toujours pas commencé à reculer. Et on voit même maintenant que la courbe bleue a croisé la courbe rouge ou orange, ce qui signifie qu'en réalité, ce n'est plus la hausse des prix de l'énergie ou la hausse des prix des produits agricoles qui tire vers le haut le phénomène inflationniste. C'est autre chose. Et cette autre chose, en réalité, ça ne peut être qu'une chose, c'est le cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle prix-salaire, c'est-à-dire que l'inflation qui est d'abord arrivée par l'énergie et les produits alimentaires a amené les entreprises à augmenter les salaires. D'après les chiffres du ministère du Travail, les salaires ont progressé de 4,7% dans le secteur privé en France sur les 12 derniers mois, ce qui est quand même beaucoup. C'est pas tout à fait autant que l'inflation, mais presque. Et ça, c'est très inquiétant pour les économistes parce qu'une fois que ce cycle a commencé, il s'auto-nourrit
puisque les entreprises, après avoir donné des augmentations à hauteur de 4,7%, vont vouloir augmenter leurs prix pour retrouver des marges. Et là, on rentre dans un cycle, comme on avait connu dans les années 70 et les années 80, qui est beaucoup plus long à défaire. Voilà. Et donc, le recul de l'inflation qu'on a eu depuis le début de l'année, ça a été la partie facile à jouer finalement parce qu'on avait le vent dans le dos grâce à la normalisation des prix de l'énergie. Et on arrive maintenant au point où on n'a plus ce vent dans le dos. Il va falloir attaquer la partie vraiment dure de l'inflation. Et ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors la conclusion que j'en tire, j'espère que je ne me tromperai pas, c'est que on n'est pas encore tout à fait au bout des hausses de taux de la BCE. Je pense que la BCE nous annoncera jeudi qui vient. Jeudi qui vient à l'heure où on enregistre, c'est peut-être jeudi dernier au moment de la diffusion, nous annoncera une nouvelle hausse de son taux, de ses taux directeurs, sans doute de 0,25, pour être sûr de continuer à lutter contre cette inflation sous-jacente. Voilà. Après, si on veut regarder le verre à moitié plein, je pense malgré tout qu'on approche de la fin du cycle de hausse des taux. Je ne peux pas promettre que cette hausse de la BCE sera tout à fait la dernière. Il n'est pas impossible qu'il y en ait encore une autre derrière, mais on peut raisonnablement penser qu'on approche de la fin du cycle de hausse des taux de la BCE. Et du coup, si on extrapole au sujet qui nous intéresse le plus, qui est les conséquences sur les taux de crédit, on peut également penser qu'on n'est plus très loin de toucher le point haut du cycle de remontée des taux de crédit. Voilà. Ça me permet d'enchaîner sur l'autre bonne nouvelle de l'été. Alors, on a fini par s'y habituer parce que ça s'enchaînait tous les mois depuis le mois de février. C'est les hausses mensuelles du taux d'usure, bon, qui, à force, ont quand même fini par permettre aux banques de rétablir des niveaux de marge plus en phase avec ce qu'elles avaient l'habitude de pratiquer. Donc, on a désormais, depuis le 1er septembre, un taux d'usure qui est autour de 5,50, j'arrondis, pour les crédits à 20 ans et plus. 5,50, si on simplifie un petit peu, quand on enlève l'assurance emprunteur, pour la plupart des emprunteurs, ça signifie que les banques vont pouvoir facturer des taux qui vont pouvoir approcher les 5%, alors que leurs coûts de refinancement, pour l'instant, sont stabilisés, depuis quelques mois d'ailleurs, sont stabilisés autour de 4. Donc, ça leur redonne une marge d'environ 1%, et c'est à peu près conforme à ce qu'elles avaient l'habitude d'avoir avant qu'on entre dans les difficultés qu'on a pu connaître l'an dernier. Donc je pense, et d'ailleurs on a commencé à le voir, on commence à avoir une normalisation de l'offre de crédit. On voit des acteurs, je ne vais pas les citer ici, mais il y a deux grands acteurs qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils revenaient dans le marché, ou en tout cas qu'ils normalisaient à peu près leurs conditions d'octroi. Donc c'est évidemment bon signe que les banques, qu'un plus grand nombre de banques reviennent. Ça va remettre un peu de compétition dans le marché, c'est un bon signe. Ensuite, évidemment, ça ne règle pas tout, parce que une fois qu'on a dit ça, les taux ont quand même beaucoup, beaucoup monté. On sera passé de taux à peine supérieurs à 1% ou autour de 1% à des taux qui seront bientôt à 4,5%. On peut espérer qu'ils se stabiliseront autour de 4,5%. Mais évidemment, ça aura considérablement désolvabilisé les primo-accédants en particulier. Et ça n'est pas un phénomène qui va se régler du jour au lendemain. Alors sur le papier, si, ça pourrait se régler si les prix baissaient de façon drastique, mais on voit que pour l'instant, c'est quand même très très lent. On commence à voir des baisses des prix, mais c'est encore limité à Paris, Lyon, quelques grandes métropoles, disons, et puis surtout les passoires thermiques. En dehors des passoires thermiques, les baisses de prix sont encore minimes. Donc les primo-accédants, je pense, ne vont pas revenir tout de suite du fait de cette désolvabilisation. Et puis ensuite, on a un autre phénomène dont on parle moins, c'est ça que je veux illustrer avec ce graphe, qui touche les secondo-accédants. Et les secondo-accédants, il faut bien réaliser que
Tous les clients que vous avez financés entre 2016 et l'été 2022, ce sont des clients qui se sont endettés à moins de 2%, c'est ce que montre ce graphe. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils vont freiner des cas de fer en termes de projet de vie. Ils n'ont absolument pas envie de déménager, même s'ils ont peut-être des besoins ou des opportunités pour le faire, parce que s'ils déménagent, indépendamment de ce qui se passe au niveau des prix, hein, que les prix baissent, que les prix montent, ils se condamnent à rembourser un crédit qui était peut-être à 1,50, voire même à 1%, pour reprendre un nouveau crédit qui sera à 4% ou peut-être dans quelques semaines à 4,5%. Et pour eux, c'est une équation qui est gravement perdante. Et donc ça, c'est un facteur qui va contribuer à ralentir le marché, ralentir les volumes de transactions de façon durable, en tout cas tant que les taux des crédits nouveaux ne seront pas repassés en dessous de 3%. Et j'ai du mal à imaginer que ça puisse intervenir avant la fin de l'année prochaine. Voilà. Très bien, merci beaucoup Olivier. On arrive déjà quasiment au terme de notre émission, mais je voulais te proposer qu'on affiche une troisième slide hein, que tu avais préparée pour aujourd'hui et qui nous Oui, servira alors plutôt de c'est conclusion. même, il faut redonner le crédit à l'Observatoire Crédit Logement CSA qui produit ces chiffres. Alors c'est une slide assez riche, mais vous pouvez vous concentrer sur la ligne du milieu, la ligne qui est turquoise, qui représente l'ensemble du marché, c'est-à-dire le neuf et l'ancien. Et c'est un graphe très intéressant parce qu'il suit en fait le nombre de dossiers plutôt que les montants. Hein, parce que quand on suit les montants sur longue période, ça finit par être faussé par la dérive des prix et l'augmentation des montants moyens. Quand on suit le nombre de dossiers, on se rend mieux compte de la réalité du marché et de la réalité du choc. Et vous voyez que donc le point haut sur cette ligne turquoise a été touché en 2017 en réalité. Alors bon, il y avait les renégociations sans doute là-dedans, mais si on enlevait les renégociations, c'était sans doute en 2019. Et on voit que depuis le premier semestre 2022, on a une chute qui est vraiment très prononcée et qu'on est maintenant à moins de la moitié de là où on était début 2022. Alors malheureusement, le graphe ne remonte que jusqu'en 2013. On voit qu'on est beaucoup plus bas qu'en 2013. Je me suis quand même amusé à aller regarder à la main, on va dire, des vieux chiffres de crédit logement qui datent de la dernière grande crise en 2009 et on voit qu'en fait, on a retrouvé des niveaux qui sont encore marginalement plus bas qu'en 2009. Bon. Donc, on voit que c'est vraiment un choc très dur, mais malgré tout, le petit espoir, c'est quand même les deux derniers points de la courbe qui montrent un infléchissement, qui montrent qu'on peut penser qu'on s'approche du point bas. Alors, je pense que ça ne repartira pas en flèche pour les raisons que j'ai expliquées, notamment les freins sur les secondo-accédants, mais on peut penser que ce qu'on a tous vécu depuis 18 mois, c'est-à-dire l'effondrement des volumes, est maintenant derrière nous et que le marché va se stabiliser à un niveau bas pendant quelques mois. Très bien, merci beaucoup Avant Olivier de repartir, je l'espère. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Effectivement, c'était très enrichissant pour nous de te recevoir aujourd'hui. Et ce que je retiens, c'est le petit bandeau hein, que j'ai affiché il y a quelques instants, vers des jours meilleurs. Et ton sentiment, c'est plutôt oui, ça va prendre du temps, mais on a quelques indices, que ce soit en termes de volumétrie, en termes de retour de certains établissements bancaires. Et on a déjà échangé sur les réseaux sociaux hein, à ce sujet il y a quelques jours. Bref, vers des jours meilleurs, on peut essayer d'avoir cet optimisme en cette rentrée. Merci beaucoup Olivier. Je rappelle que tu es le fondateur de Money Smart. Je remets en bas de l'écran l'adresse de ton blog pour pouvoir être au top de l'actualité économique. On se retrouve très bientôt Olivier et notamment on se retrouvera puisque tu participeras à une table ronde à l'occasion du salon B2B du crédit le mardi 24 octobre à l'Espace Charenton, Paris 12e. On vous remettra dans les commentaires le lien pour obtenir votre badge d'entrée gratuit. Merci Olivier, on se retrouve très bientôt sur Merci. Bitcoin TV. À bientôt.